Alors, question-réponse, hein. Bonjour, pour un trouble anxio-dépressif sévère, TAC peut-être, si tant est que ça existe, tendance borderline avec 2 tentatives de suicide dans le passé lors de phases clairement mélancoliques, avec beaucoup d'hérédité, père, grand-mère paternelle, sœur, entre parenthèses, elle c'est encore plus grave, on ne sait pas où elle est, saisonnalité marquée, plongement à l'automne, mais sans manie ni même hypomanie, me semble-t-il, peut-être juste quelques phases d'excitation très courtes, 1 heure ou 2, lors d'échanges concernant le travail. Peut-on penser bipolarité? Bah non, vous pouvez penser maladie maniaco-dépressive, et puis comme ça règle le problème. Il n'y a pas besoin de s'emmerder, est-ce que c'est bipolaire ou pas, machin. Vous avez des problématiques thymiques récurrentes avec beaucoup d'hérédité, et hop, c'est de la maniaco-dépression, ça pose pas de souci. Traitement de fond, ISRS, sertraline efficace, mais augmentation de la posologie avec les années, jusqu'à arriver au max conseillé par période, 175 à 200 mg, plus benzodiazépine à forte dose si besoin, prazépam à 80 mg, transformé maintenant en bromazépam à 12 mg minimum, plus ajout d'amitriptyline tardivement pour potentialiser l'IRS, faible dose 10 mg. Donc là, c'est pas très conventionnel, mais pourquoi pas. Tout ça avec un généraliste génial qui m'a quasi sauvé la vie, mais elle est partie en retraite. Bon, le psychiatre a pris le relais, moderne et pro-TCC, a priori bien, propose d'emblée un dopamine bloquant à faible dose pour diminuer les benzos et si possible arrêter le tricyclique, ce qui paraît dans le domaine des choses proposables. Essaye d'olanzapine, stopper vite car trop d'émoussement affectif, ce qui paraît possible. Pour commencer sur l'olanzapine, il faut avoir de sacrées bonnes raisons, hein, parce que sur le plan du poids, c'est pas un problème de temps, d'efficacité, hein, l'olanzapine, c'est un problème de tolérance. Donc, olanzapine stoppé vite parce qu'il y avait un émoussement affectif, et lors d'un burn-out, kétiapine 50 mg, sédatif, du mal habitué, mais sur le long terme, je constate vraiment un effet apaisant. Je rappelle qu'il faut essayer de la croquer une fois, la kétiapine, voir ce que ça donne, parce que on est le seul pays à n'avoir que cette solution. Et quand elle est en forme LP, c'est beaucoup moins bien toléré sur le plan sédatif. Pour l'instant, je n'ose rien bouger, ça va, j'ai une vie normale. J'ai 2 fils et je suis prof en lycée. J'adore mon boulot, même si, même si je m'épuise dedans, je ne sais pas faire les choses à moitié, je me remets trop en question. N'aurait pas été-il plus utile de partir carrément sur du lithium ou de la lamotrigine? Bah, euh, moi, je suis quelqu'un de crétin. Quand le traitement marche, il bouge pas. Et donc les gens qui ont un traitement qui marche puis qui ne marche plus, je considère que jusqu'à preuve du contraire, c'est que le traitement n'est pas bon. Et quand on commence à mettre des benzos à ces dosages-là, je considère que le traitement n'est pas satisfaisant du tout. Alors, si les gens vont bien avec le traitement que vous avez mentionné, eh ben, c'est parfait. Mais effectivement, la question se pose de si jamais ça devait ne plus marcher, mettre un second messager, donc lithium, dépacote, damotrigine, carbamazépine, comme vous voulez. Mes avis sur la question là, c'est que là, il n'y a pas de dose max conseillée de sertraline. Il n'y a pas de dose max conseillée. Il y a une dose dans le Vidal. À partir de là, si vous avez des doutes sur le fait qu'il est pertinent d'augmenter ou pas, vous faites un dosage plasmatique et vous savez. Moi, j'ai quelqu'un qui a 250 mg de sertraline. Tout le monde paniquait à chaque fois. Dans le Vidal, c'est écrit que machin. On fait un dosage plasmatique, il est dans la valeur normale basse. Donc on a augmenté, alors qu'il a 250 mg. Et donc depuis, on m'embête pas. Donc en fait, c'est pas ce que vous ingérez, c'est ce que vous avez dans le sang. Et en plus, c'est pas ce que vous avez dans le sang, c'est ce que vous avez dans le cerveau. Et ça peut pas se savoir. Le proxy le plus pertinent qu'on ait, c'est le dosage plasmatique. Donc il faut faire ça. Dans le Vidal, ça n'est que les doses que le laboratoire a utilisées quand il a fait ses études pour le présenter à la FDA. Ça n'est que ça. Ce n'est pas la meilleure dose, c'est pas la dose la plus efficace, c'est pas forcément par là qu'il faut commencer, c'est pas forcément par là qu'il faut s'arrêter. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué, hein.
Et voilà, et la kétiapine, si à 50 mg de kétiapine ça marche, c'est très bien. Il faut se poser la question du poids, mais sinon c'est tout. Donc oui, je pense que la question d'un trouble du spectre de la maniaco-dépression se pose vraiment. Ma femme fait des gros yeux en disant oui, oui, oui. Bonjour, comment fait-on un diagnostic différentiel dans le cadre d'un TDAH et d'une suspicion de trouble bipolaire juvénile? Vous pouvez pas en fait faire la distinction. Alors, on peut faire de la sémio un peu fine en disant que fondamentalement, c'est quand même pas la même chose que les variations longitudinales des problématiques thymiques s'opposent un peu à l'irritabilité et impulsivité du TDAH qui est a priori constante. Mais en pratique, chez un jeune, c'est quand même assez compliqué. Donc là, il y a un paquet de trucs. Est-ce que le méthylphénidate marche ou pas? Est-ce que le méthylphénidate aggrave les choses? Est-ce que il y a une charge cognitive qui va faire que c'est de pire en pire au fur et à mesure de la journée? Est-ce qu'il y a des variations, qu'elles soient saisonnières ou pas, mais en termes d'énergie qui se manifestent? Est-ce qu'il y a une irritabilité sous-jacente ou pas? Qu'est-ce qu'il y a dans la famille? Enfin là, il y a un paquet d'éléments qui vont faire que, et il faut quand même reconnaître que dans le trouble bipolaire de l'aide de l'enfant, qui est un diagnostic qui est assez stable dans le temps, hein, il y a les trois quarts des enfants qui le maintiennent, ce diagnostic, il y a une part de comorbidité, notamment de TDAH, qui dépasse les 50%, 60%. Donc parfois les deux sont présents, hein. La kétiapine peut-elle être prescrite chez le jeune ado avec du méthylphénidate? Ça dépend de ce que vous avez ado. Si la question c'est est-ce que ça peut être prescrit avec du méthylphénidate, la réponse est oui. Est-ce que ça doit être prescrit? Est-ce que c'est idéal de prescrire un truc qui bloque la dopamine et un truc qui va aller inhiber sa recapture? C'est ouvert à la discussion, mais c'est toujours possible. Est-ce que le fait d'être sur un terrain d'adolescent change ça? Eh ben, c'est compliqué. Je pense que les pédopsychiatres diraient que de toute façon, il n'y a pas 50 000 trucs et qu'on arrive très vite sur du hors AMM quoi qu'il arrive, et que malheureusement l'effet placebo chez les enfants et les ados est tel qu'il y a beaucoup de labos qui se frottent pas du tout au fait de faire des études, et quand les études sont faites, elles sont faites avec pas beaucoup de patients et avec une réponse placebo énorme, et donc il y a pas mal de traitements qui foirent. Donc oui, c'est possible, oui, ça se fait. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on peut faire des recommandations d'algorithmes pharmacologiques sur l'adolescent et le trouble bipolaire de l'adolescent? Clairement pas, clairement pas. Donc c'est faisable. Quelle est la dose communément admise chez le jeune ado dans le cadre d'un trouble de l'humeur? Alors là, c'est si vous parlez de la dose c'est pour parler de la quetiapine, ça va de 50 à 600 mg, hein. C'est large. C'est large parce que la quetiapine n'est pas du tout la même molécule que vous soyez à 50 mg ou 200, 300 ou 400. Il y a des gens qui confondent un peu l'affinité des récepteurs et la façon dont la molécule va se comporter dans le sang. Si vous avez une affinité partielle et que vous êtes avec plusieurs profils de récepteurs différents, et ben ça va pour la quetiapine par exemple d'abord être antihistaminique, puis après être anti-machin, puis à la fin dopamine bloquant, et il y a une espèce de fontaine où une fois que tous les récepteurs de cette classe sont saturés, on passe à autre chose, et donc la molécule n'a rien à voir en fonction de la dose, hein. Donc là, il n'y a pas vraiment de façon de vous répondre, c'est extrêmement, extrêmement patient dépendant. Et c'est le genre de situation où faut pas juste lire le Vidal parce que sinon on ne s'en sort pas, quoi. La faim générée par la kétiapine peut entraîner de l'irritabilité quand la faim ne peut être comblée lors des cours, par exemple, et être source de problèmes de concentration. Oui. Donc nous, on a des enfants atteints de TSA qui sont sous risperidone de façon un peu inéluctable parce que quand on les reçoit, bah, les patients ne sont pas trop d'accord pour l'enlever, les parents non plus et les profs encore moins. Et par contre, il y a une véritable guerre qui se fait autour du placard de bouffe
Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça, Clara, mais où en fait, à l'heure du goûter, les enfants massacrent tout ce qu'il y a dans le placard, les parents essayent de dire non, non, oui, elle a pas d'enfant, ma femme, elle refuse. Les parents essayent de dire non et il y a de la baston. Enfin, faut dire, oui, c'est une source de conflit. Que faire dans ces cas-là, car il est plus difficile pour un jeune de faire face à ces fringales. Moi, je pense que souvent, quand il y a ça, on est sur des terrains métaboliques qui se dégradent, et je pense qu'il faut vraiment expliquer aux parents que le diabète n'est pas loin, que ça va finir par arriver, que l'impact sur le plan métabolique souvent ne justifie pas les effets qu'on peut avoir sur le comportement, et dans ces cas-là, je vous donne les recommandations qui sont à ce stade international. Ça reste quand même, si on ne peut pas faire autrement que cette molécule qui donne faim, et ben, si les règles d'hygiène alimentaire n'ont pas été un succès, la prescription recommandée, pas par moi, par un ensemble de panels international, c'est la metformine. Que doit-on conclure en première intention? Là, c'est du niveau interne. C'est du niveau interne. Vous êtes un interne aux États-Unis, on vous pose cette question, vous ne savez pas répondre, vous vous faites cartonner lors de l'examen, vous perdez votre point. T'as dit quoi? On le saura. On le saura. Que doit-on conclure lors des 3 premiers jours de traitement de kétiapine LP à 50 mg? On constate une amélioration de l'irritabilité, des relations plus agréables, puis de nouveau un retour à l'état habituel, un effet flash, la nécessité d'augmenter le dosage. Ouais, ça peut être plein de trucs. Ça peut être le fait que la dose est loin d'être assez suffisante. Ça peut être le fait qu'il y avait un espèce d'effet placebo parce que le médecin qui vous a prescrit ça, il vous plaisait pas mal. Du coup, vous avez dit ça va le faire. Et puis en fait, ça s'est pas maintenu. Ça peut être le fait que le sommeil s'est amélioré rapidement et du coup, il y a eu du mieux, mais que c'est pas suffisamment pour que ça se maintienne. Probablement que si à 50 mg il se passe ça, et il se passe ça assez fréquemment, je trouve, c'est qu'il faut augmenter la dose. Hein, là, il n'y a pas trop de, il y a pas trop de discussion sur ça. L'effet placebo, je trouve, en début de traitement, il est assez fréquent, ne serait-ce que sur l'amélioration du sommeil. En fait, du coup, c'est pas un effet placebo, mais il y a l'amélioration du sommeil qui fait qu'au début, les patients s'améliorent, et puis après, bah, la problématique thymique n'est pas encore gérée, en fait, et au final, ça retombe. Bonjour, je suis patient bipolaire de type 2 à tendance dépressive, comme virtuellement tous les patients type 2, avec quelques épisodes mixtes, oui, et au moins une phase hypomaniaque déclenchée par un antidépresseur. Je vous pose 2 questions. Ma lithémie, 3 comprimés et demi de lithium LP 400, donc ça fait quoi? Ça fait 1600 mg, 12 heures après la prise, et entre 0,94 et 0,97, non, ça a dû varier plus que ça. Ça paraît peu probable que ça varie aussi peu. On est sur quasiment 25% de coefficient de variation, donc ça doit varier plus que ça, je pense. Est-ce trop pour préserver mes reins à long terme, ou je peux continuer comme cela sur de longues années? Avec 3 comprimés, j'étais à 0,74. Je n'ai pas de phase maniaque. Il est essentiel que vous saisissiez l'impossibilité de vous répondre à cette question. Les éléments déterminants de la fonction rénale sont le trouble bipolaire, mais aussi l'hygiène alimentaire, la présence ou pas d'une activité physique régulière, d'un sommeil qui soit préservé, de, un, des rythmes que vous pouvez avoir dans la journée, etc., etc. Enfin, de l'absence de médicaments qui soient néphrotoxiques comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'absence de consommation de tabac, l'absence de consommation d'alcool et d'autres substances psychoactives qui peuvent être néphrotoxiques. Je pense notamment aux amphétamines qui sont vasoconstrictrices. Sur le plan rénal, c'est une catastrophe. Et en fait, il y a énormément de choses là qui vont être des éléments modérateurs de votre santé rénale qui n'ont rien à voir avec le lithium. Il y a une autre zone de flou quant à la précision de la lithémie, c'est-à-dire que il y a la concentration dans le sang, mais il y a aussi la concentration dans le cerveau. J'imagine que si on vous a passé de 0,74 à 0,94, c'est qu'il y avait une raison derrière. Et donc, ça, c'est le bénéfice-risque qui a à revoir avec votre psychiatre. Mais oui, c'est possible que ça ne pose pas de souci particulier. Les recommandations pour la population générale préconisent d'être plutôt à 0,72. Mais ça, c'est des recommandations pour la population générale. Il n'y a rien de plus faux
que de prendre une recommandation pour la population générale et de se dire, bon, ben ça, c'est ce qu'ils disent pour tout le monde, il faut que j'arrête. Les mecs ne peuvent pas recommander des lithémies qui soient trop hautes, ne serait-ce que pour des enjeux médico-légaux. Mais si vous baissez la dose et que vous vous tapez des problématiques thymiques et que du coup vous restez dans le lit et que l'alcool rechute ou que sais-je, sur le plan rénal, c'est toxique à souhait. Donc voilà, je ne peux pas répondre à votre question de cette façon-là, c'est très difficile. Enfin, c'est impossible. Et j'insiste aussi, la clairance, là, nous on calcule la clairance de la créatinine, qui est une substance qui est à la fois filtrée par le rein et puis après sécrétée par les tubules rénaux. Et donc, la valeur que vous avez dans le sang ne dépend pas que de la santé du néphron, que du glomérule, ou là où va y avoir la filtration. Et donc, ne serait-ce que votre estimation de créatinine, là, eh ben, elle n'est pas très très précise. Et ça peut varier quand on est sur des clairances de 90, ça peut varier de plus ou moins 30%. Donc en fait, là, tout ça, c'est, c'est compliqué de répondre. Et j'espère que maintenant c'est plus clair pour vous quant au pourquoi. Je sens que le lithium n'est pas suffisant pour m'équilibrer parfaitement. Présence d'anxiété forte par moment et de haut et de bas quand même. Oui, donc c'est pas bon. Je suis un peu perdu sur les choix thérapeutiques qui s'offrent à moi. La lamotrigine me paraît safe, mais peut-être pas la plus efficace. La kétiapine, a priori, un effet anxiolytique certain, mais j'ai eu de l'olanzapine, 10 mg puis 7 mg et demi, et j'ai trouvé ça trop fort d'un point de vue de sédatif et de prise de poids. Avec une dose de 150 mg, la sédation est-elle acceptable? La sensation de satiété disparaît-elle? Quid du valproate? Quel est votre avis? Eh ben, la lamotrigine, seule parfois ne fait rien. Le lithium seul parfois est insuffisant. Et quand vous mettez les deux en même temps, ça marche nickel. La majorité écrasante des patients atteints de troubles bipolaires ont besoin de 2 traitements pour l'humeur simultanée, si ce n'est plus. Et donc, la monothérapie suffit rarement. C'est malheureusement un état de fait. À partir de là, l'efficacité de la lamotrigine en monothérapie, c'est pas du tout pareil que l'efficacité de la lamotrigine en tant que traitement adjuvant à un autre traitement pour l'humeur. Donc, faut pas se tromper quand on fait ça. Quand on dit la lamotrigine, en termes d'efficacité, elle est de 0,11. Elle est de 0,11 avec un effet taille, là, le cône est de 0,11 parce que, elle est en tant que monothérapie et deux, elle est sur des patients qui ne sont aussi pas très graves. Si vous nuancez et vous modifiez un petit peu qui vous regardez en termes de patients, plus les patients sont graves, mieux la lamotrigine marche. Donc, c'est pas suffisamment peu efficace pour qu'on dise on n'en met jamais à la lamotrigine. Il y a des personnes qui ont une vie qui est sauvée avec ça, et en tant que traitement adjuvant, ça ne pose pas de souci à partir du moment où la tolérance est relativement satisfaisante sur le plan du poids et de la sédation. La kétiapine, c'est anxiolytique, il n'y a pas de doute. La tolérance entre l'olanzapine et la kétiapine n'est pas forcément similaire. Il y a des gens qui tolèrent très bien l'un et pas du tout l'autre. Et inversement, avec une dose de 150 mg, la sédation est-elle acceptable? Il n'y a qu'une seule façon de savoir. Je suis désolé, il n'y a qu'une seule façon de savoir. Ça dépend des gens et si jamais c'est pas supportable, il faut pas hésiter à la croquer parce que on a malgré tout que ce traitement-là dans la dépression bipolaire qu'à l'AMM en France. Donc, faut pas faire une croix dessus trop vite. La sensation de satiété disparaît-elle? Ça dépend des gens. Les gens qui sont sujets à ce problème sont plutôt des gens jeunes. Et moi, par exemple, c'est une disparition complète. C'est-à-dire que sans metformine, je peux manger absolument 4000, 5000 calories à chaque repas et avoir faim dans les 2 heures qui suivent, il n'y a aucun problème. Il y a des gens chez lesquels ça ne pose pas de souci. Ça se teste toujours, hein, la kétiapine. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça. Il n'y a aucun moment où c'est une mauvaise idée, sauf si dans la famille, il y a 4 diabètes, 2 Parkinson, et que vous êtes déjà atteint d'obésité. Là, peut-être qu'il faut quand même mettre autre chose. Mais sinon, ça se teste. Il n'y a pas assez d'options, ne serait-ce que parce que vis-à-vis de l'AMM, en fait, c'est la seule option qu'a l'AMM. Donc, ça finit par être testé. Donc, moi, je pense qu'il faudra que vous le testiez. Faudra que vous voyez ça avec votre médecin, mais avec les informations qu'on a sur un patient qui n'est pas le mien, probablement qu'il finira par tester. Et le valproate, eh ben
c'est un peu pareil que le lithium, le valproate, à savoir on peut pas vraiment faire l'économie de ce traitement. Il y a des gens qui répondent pas au lithium, hein. J'en ai vu un récemment là où le patient a eu du lithium sur les 8 dernières années et ça a été inefficace dans la rechute, dans la prévention de la rechute dépressive comme maniaque. Et il y a des patients qui répondent pas au lithium, hein. Enfin, je veux dire, faut pas non plus s'obstiner. Sinon, ça fait un peu comme dans les bronzes et fonds du ski, quoi. Tu es là avec ton lithium et tu le laves pas. Et à partir du moment où on lâche le lithium, bah, l'étape d'après, c'est probablement le dépacote, l'acide valproïque, parce que c'est un régulateur d'humeur qui présente des inconvénients et des avantages, mais qui a peut-être un niveau de preuve plus pertinent que beaucoup d'autres alternatives sur les préventions dépressives ou maniaques, à mon avis. Ma femme dit qu'il faut que je précise que je parle du type dans les bronzés fonds du ski qui fait du téléski et il est en train de lâcher la branche là, je sais pas comment ça s'appelle, et en fait il lâche pas le truc, il se fait traîner pendant 200 mètres sur le remonte-siège. Moi ça me fait marrer, je sais pas si ça fait marrer tout le monde. Comment différencier un épisode d'acathysie ou de mixité sous antidépresseur? Eh ben c'est une excellente question. C'est une excellente question parce que c'est loin d'être possible à faire. Quand c'est franc, c'est simple, c'est-à-dire que quand c'est des manifestations motrices où les gens n'arrivent pas à rester assis, ils ont une espèce des impatiences difficilement descriptibles, voire un peu de douleur, présente toute la journée dans un contexte d'augmentation de dose ou d'instauration, et ben c'est facile. À partir du moment où il y a des éléments comme ça peut être le cas d'agitation psychomotrice, psychiatrique, avec une augmentation de l'anxiété, etc., etc. Et ben, c'est compliqué et l'acathysie peut entraîner une présentation mixte sans qu'il y ait vraiment de diathèse de troubles bipolaires derrière, hein. Donc, c'est honnêtement pas évident à faire. Les fois où on n'arrive pas à faire autrement, il faut faire gaffe à surveiller qu'il n'y ait pas de problématiques qui pourraient faciliter la présence d'acathysie. Donc, surveiller qu'il n'y a pas une carence en ferritine ou des problématiques thyroïdiennes au passage. Et voir si on n'arrive pas à diminuer l'un ou l'autre. Et donc, pour la mixité, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour l'acathysie, il y a une revue systématique de la littérature qui a fait un petit peu le topo des études qui ont été faites et qui après s'est payé le luxe de comparer les différentes interventions alors qu'elles elles n'ont rien de comparable et c'est sur des patients qui sont vraiment pas nombreux dans chaque étude. Donc, en fait, c'est une méta-analyse qui a été faite qui n'aurait simplement pas dû être faite. Et sortent de là les molécules avec des propriétés 5-HT2A bloquantes, donc ça c'est la mirtazapine, la cyproheptadine, etc. La vitamine B6 qui moi me sert, mais dont je me sers, mais j'ai une efficacité assez modérée, hein. Je dois être un patient sur 10 qui en bénéficie. Et ça pose pas ça répond pas à la question de qu'est-ce qu'on fait sur le long terme quand les gens sont acathysiques et qu'on leur met de la B6 pour gérer ça. Est-ce que c'est vraiment très sérieux? Est-ce que c'est sûr en termes de santé sur les voies motrices? Je suis pas du tout convaincu. Et après, c'est les bêta-bloquants. Il faut des bêta-bloquants en action centrale. Et ça, c'est pareil. Est-ce que vraiment on va laisser des gens sous bêta-bloquants pour savoir si est-ce qu'on peut laisser les gens sous bêta-bloquants parce que sinon ils sont acathysiques? Sur le plan moteur, je suis pas convaincu que ce soit très très pertinent. Et le problème, c'est que ce soit les 5-HT2A bloquants, les bêta-bloquants, les benzos ou la B6, exception faite de la B6, ça peut aussi améliorer un état mixte. Donc en pratique, c'est assez compliqué. Bonjour, pourquoi les pédopsychiatres prescrivent assez facilement des neuroleptiques et pas de lithium? Euh, pourtant, pourtant, en visionnant vos vidéos, j'ai cru comprendre que les neuroleptiques sont potentiellement plus délétères sur la santé que le lithium. Là, à mon avis, il y a plusieurs réponses et je vais essayer de ne pas m'attirer les foudres des personnes, de tout le monde. Ma femme dit de tout le monde. Je pense que il y a un mismatch évolutionnel là, entre le lithium et les neuroleptiques, à savoir on a peur de l'avion en moyenne, alors que c'est beaucoup plus dangereux que la caisse, parce que moins dangereux que la caisse, parce que pendant
des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, les hauteurs étaient létales. Et il fallait pas trop traîner près des falaises. Et du coup, celui qui avait pas peur des falaises et de la hauteur et du vide, il crevait plus vite qu'un autre. Il est très récent qu'on puisse se projeter à 150 km/h sur la route. Et donc, notre cerveau, si bête qu'il soit, n'a pas encore enregistré que c'était quelque chose de dangereux. Le lithium, il y a un décalage énorme entre les dangers qu'on connaît de la molécule, les dangers que le grand public s'imagine et les dangers que les laboratoires mettent en avant quand ils parlent du lithium dans leurs différentes présentations et dans leurs cours et quand ils essayent de refiler les neuroleptiques. Les laboratoires détestent le lithium, c'est-à-dire que c'est un putain d'ion, une particule élémentaire de merde qui marche mieux en moyenne que des molécules qu'ils ont mis 10 à 15 ans à sortir et qui ont coûté des milliards. C'est l'enfer. Le lithium, pour eux, c'est l'enfer. C'est-à-dire que s'il y avait, je pense que s'il y avait je sais pas moi, un type, s'il devait retourner dans le temps, les labos là, ils auraient pas supprimé Hitler, ils auraient supprimé John Cage, ils auraient massacré le lithium. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai personne qui vient me dire le lithium c'est dangereux. J'avais des personnes, notamment le laboratoire Otsuka, là, qui venaient dire l'aripiprazole, c'est incroyable. Et donc petit à petit, le lithium tombe en désuétude. On parle des risques d'insuffisance rénale du lithium, mais on ne parle pas des risques cardiovasculaires de l'aripiprazole. Et c'est ça qui se passe, quoi. Donc en fait, je pense que les praticiens sont joués, se font duper par les labos avec ça. Ils se font aussi duper par les labos parce que le lithium n'aura jamais l'AMM pour quoi que ce soit, parce qu'il n'y a plus personne qui fait le lithium. Donc, dans les guidelines, moi je peux faire une recommandation sur regarder comment on traite la phase maniaque chez l'adolescent. Et ben, en France, c'est pas évalué les AMM, et du coup, je peux dire voici les traitements qui ont l'AMM, et hop, le lithium saute. Parce que les praticiens n'arrivent pas et ne savent pas forcément comment est-ce qu'un traitement a l'AMM et qui font la confusion entre un traitement sûr en termes d'efficacité ou de tolérance et un traitement qui a l'AMM. Ça n'a rien à voir. Et donc voilà, donc en fait, le lithium joue de façon assez inégale sur ce sujet. Et quand on regarde les études qui sont faites avec le lithium versus les études qui sont faites avec les neuroleptiques, bah, il y a souvent des inégalités de construction de l'étude où le lithium s'est fait avec des patients beaucoup plus résistants, etc. Ça marche pour le lithium en tant qu'antidépresseur. Hein. Vous regardez la eskétamine et le lithium, il y a une étude où ça a marché très bien. L'un marche aussi bien que l'autre. Problème, il y en a un qui coûte plusieurs milliers d'euros, alors que la boîte de lithium, elle coûte 2,50 €, quoi. Donc c'est le principe, hein. On massacre les traitements meurent deux fois. Ils meurent quand ils perdent leur brevet au bout de 8 ans et donc il y a plus de fric à se faire. Donc les labos arrêtent de faire des études dessus. Donc c'est fini, ça part complètement à l'oubliette. Et ils meurent de nouveau quand ils se font cartonner par des traitements sortis plus récemment parce que ces traitements sortis plus récemment ont l'AMM pour des troubles qui parfois n'existaient même pas quand les vieux traitements sont sortis. Donc par exemple, le trouble bipolaire de type 2, bah, ça n'existait pas quand le lithium a fait ses premières irruptions dans les physician desk référence, là, dans les notices d'utilisation. Donc voilà, c'est un combat très inégal. C'est au détriment des patients, hein, parce qu'au-delà du rein, il y a des propriétés que le lithium a, que les neuroleptiques n'ont pas. En termes de prévention de la rechute, sur le plan cérébral, que ce soit sur le plan plasticité ou fonctionnement, qu'on regarde de façon anatomique ou de faction l'IRM fonctionnelle, enfin, la liste est sans fin. Et les études de prévention de la rechute des neuroleptiques sont absolument dégueulasses. Y a pas c'est des études qui sont invalides dès leur construction. Mais là, c'est peut-être un poil plus chiant pour les gens qui nous écoutent. Donc, je dirais ça plus tard. Bonjour, diagnostiqué TDAH avec dysrégulation émotionnelle sévère. Mon enfant a du méthylphénidate sous différentes formes, mais nous avons dû le stopper car cela amplifiait son agressivité et son irritabilité.
J'avais lu à l'époque qu'il était possible de rencontrer ce type d'effet secondaire. Ouais, c'est fréquent, hein. Alors, en fonction de ce que vous appelez fréquent, on est plus ou moins d'accord, mais c'est loin d'être un truc qui est rare, hein, de façon très claire. Puis il a eu des antidépresseurs sertraline 50 mg. Dès le premier jour, nous avons constaté une humeur meilleure. C'est très rapide, mais l'effet placebo chez l'enfant est extrême. Mais il était aussi plus excité, moins conscient du danger. Euh, c'est moins bon. Nous avons préféré arrêter car cela nous a semblé anormal de réagir ainsi. On m'a dit que c'était une levée d'inhibition pouvant se rencontrer sous antidépresseurs, notion que vous aviez évoquée dans une précédente vidéo. Qu'en pensez-vous? Alors moi, je pense que dans ces conditions-là, donc on est d'accord, là c'est pas une relation médecin-patient, je ne donne pas de conseils médicaux, hein, je donne l'avis, ce que je pense sur un cas clinique d'un patient que je ne connais pas. Je pense que il est pertinent d'arrêter à partir du moment où on a une réaction rapide, inattendue et inquiétante avec une molécule, que ce soit un traitement antidépresseur ou n'importe quel autre traitement psychotrope qui peut faire qu'il y a des phases mixtes ou maniaques qui sont en train de s'installer ou qui arrivent brutalement. Je pense que c'est jamais une mauvaise idée, attendu que l'épisode dépressif n'est pas non plus source de préoccupation sur le plan suicidaire. Mais effectivement, ça paraît rapide comme amélioration. Ça dépend aussi de l'effet placebo des gens, hein. Moi, par exemple, j'ai un effet placebo de bâtard. Donc, quand je prends un truc, ça va vite mieux. Ça va vite mieux, mais pas sur l'humeur. Il y a des gens, ils ont un effet placebo sur l'antalgie, d'autres sur l'humeur. Enfin, c'est compliqué. Mais voilà, moi, si j'ai un enfant et que en un jour, il va nettement mieux et qu'il est excité, je fais gaffe. Alors, il y a aussi des gens qui diront là qu'on peut avoir une réaction très brève et transitoire comme ça et que ça se passe bien. Cela dit, ça fait maintenant 2 molécules avec un enfant qui a une dysrégulation émotionnelle et comportementale. Donc moi, j'ai quand même pas mal de drapeaux rouges qui commencent à s'agiter là. La levée d'inhibition, à mon avis, c'est un concept qui est faux dans le sens habituel, c'est-à-dire que il y a une définition pour ce phénomène, mais il n'y a pas de validité scientifique derrière. Et moi, j'ai aussi ce genre de réponse. C'est des gens qui ont un TDAH, n'ont absolument aucun problème d'humeur. On leur met, je sais pas moi, un antidépresseur quel qu'il soit pour des problématiques anxieuses ou pour gérer le TDAH, parce qu'il y a des antidépresseurs qui gèrent le TDAH sans problème. Il y a des éléments d'irritabilité, de prise de risque qui surviennent et ça n'a rien d'une inhibition qui l'est, c'est juste une réaction pathologique à un traitement psychotrope. Les antidépresseurs, les premiers, ont été découverts parce qu'ils faisaient vriller les patients bipolaires, hein, donc moi je pense qu'effectivement jusqu'à preuve du contraire c'est ça qui s'est passé. Et je mettrais dans le carnet de santé à côté de allergie à la cacahuète, je mettrais réponse paradoxale dès la première dose de sertraline parce qu'il faut que ce soit réinstauré, si c'est réinstauré un jour, avec la plus grande prudence. Bonjour, je voudrais votre avis sur l'isolement. Tu m'arrêtes si je dis des trucs pas bons. Je voulais avoir votre avis sur l'isolement et les contentions. J'ai été présente à cela. J'ai aussi eu des membres de la famille en pleine crise BDA, crise maniaque. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire face? J'ai l'impression que ça reste un gros traumatisme. Ça casse quelque chose chez la personne. Moi, mon avis, je pense que ma femme a le même là. Mon avis, c'est que c'est trop tard. C'est pas à l'HP qu'on peut faire des choses sur l'isolement et la contention. Si là, moi, j'ai des patients, ils peuvent pas être hospitalisés, c'est pas compliqué, c'est complet. C'est complet. La clinique à côté, c'est en train de se foirer. L'hôpital public, c'est complet. Et du coup, alors que des gens qui étaient hospitalisables avant, en état relativement enfin, précoce ou au début de ce qui allait probablement être une décompensation, on aurait pu les hospitaliser, les faire manger, les faire dormir et ils seraient sortis vite. Là, c'est complet et du coup, ils arrivent à l'hôpital dans des situations dégradées. Je pense que vous pouvez poser la question en transformant ça en cardio, à savoir, bon, ben, moi, je suis passé en cardio lors d'un infarctus et ils m'ont mis 15 tuyaux, c'était super chaud, je suis traumatisé. Est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Oui, s'il y avait des suivis cardio, et etc., et qu'il y avait un suivi ambulatoire qui a été fait. Là, vu que l'ambulatoire n'est
plus vraiment fonctionnel, en tout cas dans ma région, et vu qu'on entend des services de psychiatrie fermés un petit peu tout le temps, je suis pas sûr que ce soit le cas dans d'autres. Et ben, il va y avoir des soucis de ce style, hein. Il y a, moi en tout cas, j'ai fait un peu d'hôpital psychiatrique quand même, j'en ai fait 8 ans. J'ai pas vu, mais je suis biaisé parce que c'était moi qui les prescrivais, j'ai pas vu de contention abusive. Moi personnellement, j'ai pas vu de contention abusive. J'ai vu des trucs abusifs à l'hôpital psychiatrique, mais j'ai pas vu de contention abusive. Alors, il y a probablement des personnes qui auraient pu être décontentionnées plus tôt si elles avaient eu un traitement qui, moi, me paraissait plus adapté, etc., etc. Mais j'ai pas vu, quand je vois des messages du type, bon, ben, la psychiatrie nous interne, nous attache et nous sodomise. C'est vrai que moi, j'ai pas constaté ça du tout. J'ai pas constaté ça. C'est dramatique quand ça arrive. J'ai vu des soignants se faire tabasser par les patients agités. C'est dramatique pour tout le monde, honnêtement. C'est une partie du métier que j'ai en horreur. Franchement, c'est vraiment pas agréable. Mais il y a des fois où il ne me paraît pas avoir de solution possible. Et quand il y a des solutions, il y a des pays qui ont réussi à faire des choses de ce style. En fait, c'est des mises en place, des choses qui sont mises en place dès les urgences. C'est des décisions politiques qui sont prises qui permettent de diminuer la violence dans les services de soins. C'est pas le service qui, avec son petit truc, va pouvoir diminuer la violence de façon franche. Alors, il y a toujours des papiers, etc., etc., etc. C'est pas le sujet. On peut toujours faire mieux, hein. Mais moi, j'ai vu des patients qui étaient agités, qui étaient violents, et effectivement, il n'y avait pas 36 autres solutions. Les contentions en moyenne étaient pas plus longues que ce qu'on on pouvait faire, je pense. Je sais pas si ma femme est d'accord. Les contentions. Ouais, la durée des contentions était pas plus. Enfin voilà, moi j'ai pas constaté d'abus de ce côté-là. J'ai plein de trucs à reprocher à l'hôpital public. J'ai une liste sans fin, mais ça, honnêtement, je l'ai pas vu. Et ne serait-ce que parce que les soignants ont horreur de faire ça, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit. En tout cas, voilà, moi je l'ai pas vu. J'ai fait 5 ou 6 hôpitaux et j'ai pas vu de trucs comme ça. Alors après, oui, elle me dit il y a des mesures administratives qui ont été prises là. Alors moi, quand j'y étais, elles n'étaient pas toujours réalisées parce que c'est pas possible, hein. Il y avait juste pas assez de psychiatres pour le faire, donc c'était pas possible. Donc c'était un bon exemple de règle factice parce que inapplicable en pratique. Et je sais pas si c'était je sais pas si c'était dissuasif. Je sais pas. C'est vrai que moi je trouve, je sais pas vous dire. En tout cas, moi j'ai pas. Ma femme trouvait que c'était du sadif. Moi, c'est vrai que si les gens devaient être attachés, ils sont attachés. S'il y a des papiers à faire, faut les faire. Mais tu vois, mais je me suis jamais dit, putain, il faudrait l'attacher, mais il y a des papiers, donc on va essayer de faire autrement. Mais les papiers, je les faisais pas, tu me diras. Donc c'est autre chose. Donc bon, là, c'est moins mon domaine d'expertise aujourd'hui, ça a peut-être changé. Mais j'insiste, hein, c'est traumatisant pour tout le monde, c'est très très désagréable pour tout le monde, mais c'est souvent inévitable. Mais de la même façon que de faire, je sais pas moi, un cathéter en urgence ou une ponction en urgence, je sais pas quoi. Enfin, c'est jamais agréable, mais il y a des fois, je ne vois pas comment ça peut être évité. Et si ça peut être évité, et c'est sûrement le cas, et des études ont prouvé que ça pouvait l'être, c'est des décisions qui sont prises pas par les psychiatres, c'est des décisions politiques, ça. Bonjour, ma sœur a 16 ans, ne prenait que de la sertraline à 25 mg pendant un mois seulement. Elle a fait un virage maniaque. On nous a dit aux urgences que c'est une BDA. Il y a beaucoup de bipolaires il y a beaucoup de gens qui font des phases maniaques quand tu regardes sur. C'est dingue. On a dit aux urgences que c'est une BDA. Bon. Elle a passé une semaine en isolement chez les adultes, car pas de chambre d'isolement en pédopsie. Oui, c'est fini, hein. La pédopsychiatrie, c'est terminé. Je sais pas si les gens ont ça en tête ou pas. C'est fini, en fait, hein. Ça a trop foiré, c'est fini. Il n'y a plus d'hospice, il n'y a plus de pédopsychiatre, c'est fini. Enfin, elle a été une semaine en isolement chez les adultes, car pas de chambre d'isolement en pédopsie, car agressive et surtout sujette aux hallucinations et idées délirantes. Ils ont arrêté le risperdal à cause de la tachycardie. Oh, ça devait augmenter le rythme cardiaque aussi, hein, d'être halluciné. Ils ont introduit de la Abilify 10 mg, l'Oxapac 10-10 et Valium. Donc là, c'est une bi-dopamino-bloquant thérapie. Je ne sais pas si ça se dit ça. Mais l'aripiprazole 10 mg, ça va être dopamine bloquant. Et la loxapine 30 mg, c'est un neuroleptique dopamine bloquant. Il se trouve qu'en plus, probablement que là, il n'y en a qu'un des deux qui peut se lier. Donc
c'est des doses qui sont, je sais pas si c'est très très justifiable. Alors, ils avaient une raison, j'imagine qu'il y avait une raison, mais c'est vrai que là, comme ça, à chaud, il y aurait un cas clinique avec les informations qu'on a. Probablement que si tu dois mettre quelque chose de sédatif à côté, tu mets quelque chose d'un petit peu plus impur que la loxapine, parce que c'est pas le plus sédatif, vu que l'aripiprazole va faire la plupart du boulot là. Après, ça, c'était en urgence, hein. Enfin, les gens, tu peux mettre ce que tu veux, faut qu'ils soient couchés. Donc, il y a aussi des gens qui diraient, écoute-moi, tant qu'ils sont sédatés, qu'ils dorment, tu peux mettre ce que tu veux, du tertian, du machin. Et ça pourrait s'entendre aussi. Une fois apaisé la deuxième semaine, oui, parce qu'en moyenne, ça met 1 à 2 semaines avant de marcher. On est d'accord, le côté sédatif marche très vite, si il est possible. Et le côté antipsychotique, c'est plutôt 10 à 15 jours. Donc, une fois qu'elle est apaisée, ils essaient de l'intégrer progressivement en unité ado. Sous toutes les stimulations, son état s'est dégradé. Elle a été très envahie par les voix et le délire. Retour en chambre d'isolement et augmentation Abilify à 15 mg puis 20. Elle n'avait jamais rien reçu en termes de traitement jusqu'à présent. On a peur des effets et des conséquences. Qu'est-ce que vous préconisez dans ces cas? Ben, écoutez, moi, on a un gamin, il est né, il était gris comme un carrelage de chiottes, il était avec zéro tonus. Les gars l'ont vu et ils sont courus pour aller lui faire une opération cardiaque. Et moi, je suis allé le voir et il était branché, genre Dark Vador. Sauf qu'il avait 1 heure de vie. Alors, ça fait un peu bizarre, mais j'ai pas réfléchi à savoir si les médocs qu'il avait étaient vraiment nécessaires et si on pouvait pas essayer d'en enlever quand même un petit peu, voir si ça allait mieux. Il y a toute une critique sur la psychiatrie et la critique de la psychiatrie concerne, pour la majorité de celles qu'on entend, des patients qui ne sont pas très malades. Quand on dit on a tous une santé mentale, la psychiatrie, ça nous concerne tous. C'est faux, à mon avis. Ça concerne une partie de patients qui sont suivis en psychiatrie et il y a une autre partie de patients qui sont beaucoup plus atteints et qui ont besoin d'intervention que la première partie n'aura pas. Il n'y a aucune similitude entre un patient atteint de troubles bipolaires avec plusieurs suicides dans la famille qui fait des dépressions absolument récurrentes, annuelles, voire biannuelles, depuis l'âge de 15 ans, et mon homme m'a quitté, et du coup je fais une dépression, et je prends une demi-dose de sertraline et je vais mieux. C'est suivi par de la psychiatrie dans les deux cas, mais ça n'a rien à voir. Ok. Et donc, quand vous êtes sur des gens malades, les effets secondaires sont moins importants. Alors, parce que en aigu, il tolère mieux. Quelqu'un qui est psychotique après un virage dans un état maniaque ou pas, il a une tolérance au traitement qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui fait une dépression lors d'une première rupture amoureuse avec une BEC à 20, c'est une échelle de cotation. Et surtout, le risque de rien faire n'a rien à voir. C'est-à-dire que on est là, on parle on fait des prescriptions, il faut faire de la thérapie, il faut faire du sport, mais il y a aussi des patients qui, malgré tout, sont victimes de suicide et c'est plusieurs milliers par an. Et on peut pas se pointer chez tout le monde et proposer des prescriptions et du sport parce qu'il y en a qui sont là justement parce qu'il n'y avait aucune prescription qui marchait et qui sont pas dans l'état de faire du sport, qui ont fait des dizaines de psychothérapies, etc. J'ai une méta-analyse qui est sortie sur la psychothérapie là, sur l'effet de taille et sur l'efficacité de la psychothérapie. Et ben c'est pas ouf, hein, ça marche pas ouf. Juste, ça marche pas ouf, quoi. Surtout borderline, il y a un effet, un Cohen à 0,15. Enfin, ça marche pas terrible, hein. Donc, quand on est sur les réseaux sociaux, on voit un petit peu ça, où la psychothérapie est encensée, etc. Enfin, c'est très bien, mais il faut voir de qui on parle et de quelle population on parle. Et vous voyez, pour votre sœur, là, il n'y a pas d'autre solution que des médocs. Et les médocs sur les états psychotiques aigus, qui soient dans une problématique de schizophrénie pure ou sur un trouble bipolaire avec des éléments psychotiques ou sur une diathèse schizoaffective. En fait, ça marche bien
et c'est ce qui marche le mieux, et il est inenvisageable de faire autrement, parce que sinon c'est grave, ça peut être très grave. Vous voyez là, il suffit qu'elle chope un truc un petit peu pointu, et il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc en fait, en aigu, il faut ce qu'il faut, et l'aripiprazole, si 20 mg ne fait rien, moi je n'hésiterai pas un quart de seconde à mettre 40 ou un équivalent ou quoi que ce soit d'autre pour essayer d'arrêter le délire. Quand je dis le délire et les hallucinations, donc pour arrêter les symptômes psychotiques, parce que son cerveau brûle et que chaque jour compte, chaque jour dans cet état compte. Il n'y a aucune différence entre votre sœur là et quelqu'un qui fait une infection pulmonaire qui termine en réa, et on est obligé de lui balancer 3 antibiotiques parce que la situation est gravissime. Il y a pas de différence. Les conséquences sont en moyenne nettement meilleures que si on lui mettait rien, et pour le moment elle est sur des traitements de première intention. Donc j'espère vous rassurer. Je préconise de poser ce genre de questions au psychiatre qui la suit, mais vous êtes sur un cas grave, et donc c'est beaucoup plus facile. Les cas graves, c'est facile, honnêtement, quand les gens viennent et qui font des tentatives de suicide et tout, eh ben on met du lithium, c'est simple, enfin, tu vois, ça prend 15 secondes, hein. Quand les gens viennent et qu'ils ont fait une demi-dépression et que la thérapie les a bien aidés, mais quand même il manque un truc, et puis machin, bah c'est plus compliqué. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre du lithium? Est-ce que les effets secondaires justifient d'être pris au regard des bénéfices qu'on attend? Mais là, dans votre cas, c'est simple. Vous n'avez pas d'autre choix que de faire confiance au pédopsychiatre qui suit votre sœur là, à mon avis. À mon avis. Et alors, attends, oui, il y avait des remarques en plus. J'ai jamais vu un psychiatre aussi motivé. Ah bah oui, je suis motivé. Ça, on ne pourra pas me reprocher ça. Quand je réponds, il n'y a pas de préparation, hein. Je regarde les questions et je réponds paf, hein. Donc il y a des trucs qui seraient probablement, qui seraient sûrement d'ailleurs, qui mériteraient d'être approfondis. Mais voilà, vous avez la réponse d'un Gus qui s'est pas préparé, pour voir un peu ce que ça donne. Juste, votre remise en question des pratiques usuelles peut faire flipper. Je parle en tant que patiente, je me posais déjà la question, là c'est 10 000 fois. Bah, moi, j'insiste, il y a ma femme qui va lever les yeux au ciel, mais moi je vous donne la base là. Ce dont je vous parle, c'est la base. C'est vraiment d'un basique. En tant que psychiatre, c'est basique, je peux pas faire plus simple. Et les médecins n'écoutent pas ce que je dis, à mon avis, parce qu'ils s'emmerdent. Plus ça va, plus c'est compliqué. Et là où il y a 10 ans, 10 ans, c'est vrai, c'est correct, ça. Il y a 8 ans, je pouvais dire, bon, ben, on met ça comme médoc. Maintenant, faut savoir si c'est le bon diagnostic, si c'est un diagnostic valide, si c'est une construction sociétale en termes de diagnostic, si jamais c'est un diagnostic qui est friable ou pas, est-ce que ça a des chances de changer? C'est quoi la limite de ce diagnostic? C'est quoi la prise en charge en thérapie? Quel domaine peut être amélioré par la thérapie? Quel domaine peut être amélioré par le médoc? Par quel médoc je commence? Vu qu'il n'y a plus de classe du type avant, je mettais il est déprimé, je mets un antidépresseur, il est angoissé, je mets un anxiolytique. Maintenant, moi, je vois plus marqué antidépresseur, je vois la sertraline, j'imagine la sertraline qui bloque la capture de la dopamine, de la sérotonine, la noradrénaline, les différentes concentrations de sertraline qu'il y a dans les différentes régions plasmatiques. Enfin, c'est devenu de la matrix, quoi. Et donc, plus ça va, moins je suis sûr. Ça rend les choses très intéressantes, mais c'est vrai que je doute beaucoup. Merci à vous, car je n'ai pas cet espace de dialogue avec mon psychiatre. Bah, je ne sais pas si c'est du dialogue, et j'insiste, on n'est pas psychiatre. Enfin, on n'est pas votre psychiatre, là, c'est pas des conseils médicaux, hein. On est d'accord, c'est des trucs vite fait. Moi, je suis en short, ma femme fait un puzzle à côté, enfin, c'est zen, quoi. Donc, ce ne sont pas des conseils médicaux, ce sont des avis faits rapidement. Bon courage. Et normalement, il y a une petite musique un peu stylée, là, au début, à la fin. Je suis très content de moi. Les gens me diront s'ils trouvent ça bien ou pas.